Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur RCI. On est ensemble jusqu'à 10h au sommaire de ce lundi 15 septembre. Sébastien Lecornu qui hérite de Matignon avec cette équation impossible. Une France dégradée par Fitch, plombée par la dette et sans majorité. Entre le MEDEF, les syndicats, les LR et le PS, tous mécontents, le Premier ministre doit tenter un grand écart qui ressemble moins à de la politique qu'à du yoga extrême. Alors que fait-on ? On s'en remet aux socialistes pour survivre à l'Assemblée où on confie les clés du camion France au patron. On en parle avec Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Une menace par jour, c'est la méthode Poutine, un drone en Roumanie, des chars en Biélorussie. Chaque jour, il avance un plomb, teste nos nerfs, fragilise notre unité. Ce n'est plus seulement la guerre en Ukraine, mais c'est la guerre des nerfs contre toute l'Europe. Et la question n'est plus s'il menace, mais jusqu'où il ira. Tout de suite, c'est en haute liberté. Et avec moi sur le plateau, la Queen, Natacha Polony, éditorialiste. Natacha, vous lancez un nouveau média. Oui, extraordinaire. Une revue trimestrielle papier qui va s'appeler L'Audace. Je fais un crowdfunding le 23 septembre. Vous pouvez aller regarder ça sur le net. L'Audace, allons-y. L'Audace, il n'en manque pas. Christophe Barbier, éditorialiste LCI. Guillaume Audat, grand reporter. Et puis Alain Madelin. Bonjour monsieur. Vous êtes donc, bonjour. Entre autres, notre ancien ministre de l'économie et des finances. Alors, cette question, elle est un peu provocatrice, mais est-ce qu'il ne faudrait pas donner les clés de la France au patron, finalement ? Je ne crois pas. Mais je vois monter chez les patrons et des grands patrons l'envie de tout renverser. C'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. J'en ai vu, mais réellement... Ils n'ont pas tort, si ? Pardon ? Ils ont tort ? Je comprends leur colère, mais de là à dire, comme certains me le disent, prochaine fois je vote Mélenchon. Ah oui. Parce que ça va tout renverser, et puis vivement le FMI et la Troïka. Il n'y a que comme ça qu'on peut redresser le pays. Allez, au knout. Alors il y a aussi effectivement un autre fantasme chez les patrons. Allez, il faudrait que l'un des nôtres, lequel ? Alors il y en a beaucoup qui se disent pourquoi pas moi, mais comme en politique souvent, lequel on peut pousser pour essayer de renverser les choses. Je comprends leur colère, je comprends l'envie de dire quand même, il faudrait mettre des gens qui comprennent quelque chose à l'économie. Vous avez une vidéo qui fait le tour des milieux patronaux en ce moment. C'est Fabien Roussel, le président de la commission des finances. Excusez-moi. C'est pas Fabien Roussel. Excusez-moi. La présidente de la commission des finances qui fait étalage d'une incompétence économique formidable. Et donc ils se disent, il faudrait l'un des nôtres. La politique, c'est un chouïa plus compliqué. Si vous voulez, en réalité, quel est le défi ? Depuis des décennies, la maladie, c'est l'étatisme. Il faut essayer pas seulement de faire maigrir l'État, mais, faire grandir la société civile, donner plus de responsabilités en dessous, et notamment, bien évidemment, sur le plan économique, aux patrons. Mais ça... Pour passer de l'un à l'autre, il y a un minimum de savoir-faire politique. Natacha Polony. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un malentendu sur un élément. C'est-à-dire que moi, les entrepreneurs, les patrons, je ne sais pas ce que c'est. J'étais la semaine dernière dans un événement organisé par Origine France Garantie, les forces françaises de l'industrie, c'est-à-dire des gens qui se battent pour produire sur le sol français. Des patrons petits, moyens, qui vraiment sont des héros. Mais pardon, il y a des entrepreneurs qui n'en ont strictement rien à faire de ça. Il y a des patrons qui ne produisent pas sur le sol français, qui optimisent, qui ne payent pas leurs impôts en France. Ce n'est pas la même catégorie. Ne pensez-vous pas qu'on pourrait enfin mettre en place un pacte productif, c'est-à-dire une politique entièrement centrée sur la production sur le sol français, et là, vous aurez une alliance entre les patrons, les salariés, tous ceux qui en fait veulent enrichir ce pays. Parce que ce dont on souffre depuis des décennies, il y a évidemment un étatisme, une hyper-normativité, mais ce dont on souffre, c'est avant tout du fait qu'on ne produit plus de richesse et qu'on a des emplois qui sont des emplois déqualifiés, c'est-à-dire que les emplois de service ne rapportent pas, ne créent pas suffisamment de valeur ajoutée, n'ont pas de gain de productivité, alors que l'industrie en a et qu'en plus c'est nécessaire pour être indépendant. Alors, travail, famille, patron, c'est une possibilité.
Pardon, mais ça sort d'où ? En réalité, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, mais je comprends pas bien l'allusion. Mais ça veut C'est-à-dire dire... que vous pensez que défendre la production sur le sol français, c'est vichiste ? Non. Mais enfin, c'est hallucinant. Excusez-moi, c'est totalement ringard. C'est à côté de la plaque. Et c'est insultant. Vous pensez que produire en France, c'est seulement le métier des patrons ? Non, c'est de produire dans le monde. Et nous allons vers vraiment un monde absolument formidable, plein d'opportunités. Et très souvent, votre marché, c'est pas seulement la France. Mais je n'ai jamais dit ça. Le marché, c'est le monde. Donc je n'ai jamais dit ça. Attendez, mais si vous ne produisez pas sur votre sol, vous avez besoin de toute la gamme des patrons. De toute la gamme des patrons. Oui, mais quand les uns écrasent les autres, il faut choisir. Est-ce que je peux vous répondre ? Est-ce que être patron, c'est au fond dépenser son propre argent, tant il est vrai que l'on fait plus attention lorsque l'on dépense son propre argent que lorsque l'on dépense l'argent des autres. Et c'est ça, en réalité, faire des feuilles de paie à la fin du mois, c'est ce qui caractérise, je vais dire, le savoir-faire des patrons. Et quand je dis on a besoin de toute la gamme des patrons, regardez effectivement le nouveau monde tel qu'il est. Vous arrivez sur une division du travail qui fait qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans la division du travail français. Et puis vous avez des choses que vous optimisez, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur, etc., dans une division du travail du monde. Votre smartphone qui est dans votre poche, je ne peux pas le faire en France. Je ne peux pas. Il est forcément un savoir-faire mondial, avec des chaînes de valeur dont des composants, effectivement, sont faits en France. Et de plus en plus, vous avez ça, et de plus en plus, vous avez besoin de toute la gamme, bien évidemment, des grandes entreprises. Et si vous allez vers la civilisation de la connaissance, je crois qu'il y a une grande rupture entre la civilisation industrielle, la civilisation industrielle après la civilisation agricole. Vous avez aujourd'hui la civilisation de la connaissance qui, comme par nature, la connaissance elle est fluide, elle va dans le monde entier. Et par nature, cette civilisation de la connaissance a vocation, dans un grand nombre de cas, à créer des grandes entreprises mondiales. Donc je n'oppose pas les grandes entreprises aux petites. Enfin, juste un mot. Oui. D'abord, il y a quelqu'un qui, il y a quelques jours, s'est inquiété d'un phénomène qui, en effet, va affaiblir la France, en pointant le fait que plus de la moitié des groupes du CAC 40 ont en fait plus de la moitié de leurs actifs qui appartiennent à des étrangers. Et accessoirement, il pointait le fait que plus de la moitié de la dette française est détenue par des acteurs étrangers. C'était Patrick Martin, le patron du MEDEF. Et moi, l'histoire de la société de la connaissance qui fait que tout est fluide et que ça va aller bien, ça fait 20 ans, 30 ans que je l'entends. Le problème, c'est d'abord que quand on détruit l'éducation nationale, la société de la connaissance, ça marche moins bien. Ensuite, que quand on s'imagine qu'on va garder la valeur ajoutée et qu'on va faire fabriquer à l'autre bout du monde ce qu'on a fait pendant 30 ans, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce que, puisqu'on s'imagine que les Chinois sont bons pour fabriquer des t-shirts et que nous, on va concevoir des Airbus, mais comme on leur vend aussi la technologie, maintenant ils sont meilleurs que nous. Donc il y a un moment où il faut comprendre que la production, ça relève de la souveraineté, c'est-à-dire de la capacité à décider de son destin. Je n'ai jamais dit qu'il fallait tout produire sur le sol français, ce serait absurde, on ne peut pas. En revanche, il faut définir ce qu'on peut produire localement, ce qu'on peut produire à l'échelle européenne et ce qu'on peut produire ailleurs. Pourquoi ? Parce que le discours sur la fluidité, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à valider un monde où en fait, vous avez des multinationales déterritorialisées qui utilisent la capacité à mettre leur siège social dans des paradis fiscaux comme les Pays-Bas par exemple, pour ne pas subvenir aux besoins de l'État, ce qui fait qu'il n'a plus les moyens de payer pour l'école, et nous nous appauvrissons. Donc, et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est en train de parler de réarmement, par exemple. On ne réarmera pas si on fragilise l'industrie de défense française, si on n'a pas une métallurgie, une industrie chimique qui peuvent nourrir cette industrie d'armement. Donc, on peut continuer comme à dégringoler, à laisser l'ensemble du monde nous marcher sur les pieds, mais franchement, votre modèle, il s'effondre. Il aboutit à ce que l'Europe soit la zone où il y a le moins de croissance au monde, que la France est en train de décrocher. Un seul exemple, l'année dernière, en 2024, 4,2 millions de brevets ont été déposés. Il y en a une grande majorité qui ne servent à rien, mais enfin bon, 4,2 millions. 1,5 million déposés par la Chine. 180 000 déposés par l'Europe, 14 000 par la France. Donc,
la société de la connaissance telle que vous la concevez, c'est-à-dire qu'en fait les connaissances partent et on perd notre capacité à financer la recherche par la production de richesses, eh bien ça ne marche pas. Ah, je savais pas que je venais faire un débat avec vous, hein. C'était sympathique. Quasi. Alain Madelin. Bon, alors, si je vous taquinais, je vous répondrais, prenez votre carte au Front National, au Rassemblement National, parce que c'est exactement l'opposition. J'arrête. Ça y est, on continue. Je vous réponds sur le fond. Voilà, non, mais c'est ça. Il vaut mieux répondre sur le fond que sur le fond. C'est-à-dire que c'est quand même l'argument qu'on utilise depuis 30 ans pour décrédibiliser quiconque essaye d'expliquer. C'est quand même vrai ce que je viens de vous dire. Alors ensuite, je réponds. Mais ce qui m'amuse, c'est votre incapacité à répondre sur le fond. Mais non, je vous réponds sur le fond. Rassurez-vous, je n'ai pas la capacité à répondre. Simplement, lorsque vous dites, par exemple, vous mélangez des choses. La défense nationale, oui, bien sûr, c'est de la souveraineté nationale. Il n'y a aucun doute. Et là-dessus, que vous ayez une planification pour défendre la souveraineté nationale, bravo, nous sommes entièrement d'accord. Alors, discuter avec les industriels de la défense. S'agissant des produits, d'abord, c'est pas vous qui décidez. C'est les entrepreneurs eux-mêmes qui décident s'ils font ici leur entreprise, leurs produits, etc. S'ils les internationalisent ou s'ils ne les internationalisent pas. J'ai eu quelques responsabilités dans les entreprises. Je sais comment cela se passe. Il y a des choses que vous dites, je l'ai fait en France. Vous prenez d'ailleurs des entreprises. Moi, je l'ai fait à quelques reprises. Vous prenez des entreprises françaises et vous en faites des champions mondiaux. Ça, c'est une bonne solution. J'ai fait ça. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, dans le même temps, il y a des entreprises qui ont une vocation, elles, totalement internationale, ce que j'évoquais tout à l'heure. Heureusement, c'est la division du travail. Pourquoi a-t-on aujourd'hui des entreprises qui sont mondiales ? Parce que la division du travail, dans un grand nombre de cas, est beaucoup plus efficace à l'échelon mondial. Et il y a une division du travail, que je vous répondais tout à l'heure en prenant l'exemple du smartphone, que l'on ne peut pas faire au niveau national. Et ces produits que l'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, c'est pas vous qui décidez. Ensuite, vous prenez des exemples. Vous prenez un certain nombre d'exemples. Indiscutablement, il y a une faiblesse industrielle en France. Cette faiblesse industrielle, elle est liée à quoi ? Elle n'est pas liée à un certain nombre de mécanismes internationaux, puisque par exemple l'Italie ou l'Allemagne, qui sont exactement dans la même zone euro, eux ont des succès. Donc nous avons des faiblesses qui sont proprement françaises. Oui. Je vous en cite une. Pendant ces dernières années, les patrons n'ont cessé de dire il faut nous baisser les charges sociales pour la compétition internationale. Qu'est-ce que l'on a fait ? Du coup, on a subventionné indirectement les bas salaires. Si on subventionne les bas salaires, on a multiplié les bas salaires par rapport à d'autres pays qui allaient faire la compétition par le haut. Je pourrais vous développer tout cela pour vous développer les faiblesses françaises et là où effectivement nous avons des corrections à faire pour profiter nos entreprises qui effectivement ne sont pas immergées dans la compétition internationale et puis surtout pour doper nos entreprises qui sont dans la compétition internationale parce que c'est là où se trouve la vraie richesse dans les décennies qui viennent. Vous l'avez vu Alain Madelin, Patrick Martin, le patron du MEDEF, a dit ce week-end que ça allait barder, que les patrons allaient commencer à s'en mêler. Réponse de Sophie Binet de la CGT ce matin sur TF1. Le patronat écrit directement toutes les orientations et toutes les politiques d'Emmanuel Macron avec des ministres qui sont les porte-serviettes des patrons. Visiblement, la fête de l'humanité est un peu montée à la tête de Patrick Martin qui nous parle maintenant de manifestations patronales. Je pense qu'il faut que les patrons retrouvent la voie de la décence. Ça n'est plus possible qu'ils passent leur temps à pleurnicher alors que les dividendes atteignent des records en France. Guillaume, vous vouliez réagir ? Je voulais réagir aux propos de Sophie Binet qu'on a entendu à l'instant, mais également à la grande émotion dont vous avez fait preuve sur le plateau de LCI, c'était hier. Sur le plateau de Margot Haddad, vous étiez quasiment ému aux larmes. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que les patrons payent assez leurs employés ? Et vous avez dit, nous sommes aujourd'hui avec un bas de l'échelle dans des difficultés qui sont abominables. Parfois, à la caisse, ça se joue à 5 à 10 euros. À 10 euros près. Les pièces jaunes. Pièces jaunes aux caisses dans les supermarchés. La question, c'est, vous disiez, ça donne envie de faire quelque chose. Bien sûr. Donc, en gros, ça donne envie d'inciter les patrons à payer mieux leurs employés. Mais comment est-ce qu'on fait, en gros, pour préserver l'outil de production et en même temps, en incitant ces patrons ou les autres à répartir au mieux les efforts ? Vous étiez ému aux larmes, Alain Madelin. Je vous ai fait là juste un exemple de montrer comment nous avions fait une grosse erreur de politique en
subventionnant les bas salaires. Pendant des décennies, je n'ai cessé de lutter contre, mais aujourd'hui on s'en aperçoit. On s'aperçoit qu'on a créé un effet de cliquet qui enferme des tas de salariés dans la pauvreté. Donc c'est un vrai problème. Pour ça que l'économie, c'est intéressant pour éviter de faire des erreurs. La solution, la vraie solution, c'est bien évidemment une croissance forte. Si nous avions 3% de croissance et zéro déficit, nous serions un pays merveilleux. Alors vous allez me dire, mais 3% de croissance, c'est pas possible. Si, c'est possible. Les Français travaillent en dessous de leur capacité. On a cette capacité. Il y a des pays d'Europe qui y sont. Je vous l'assure. Mais attendez. Le Portugal. L'Europe est la zone où il y a le moins de croissance au monde. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et c'est un énorme problème. Donc, est-ce que l'on peut récupérer cette croissance ? Je ne vais pas développer sur ce point. Je suis convaincu que oui, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a aucun doute. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire du jour au lendemain, aujourd'hui ? C'est une vraie question pour, justement, sans faire appel encore à l'État, à des impôts, permettre à ceux qui sont en bas de l'échelle de trouver les 100, 200, 300 euros, 400 euros qui seraient absolument nécessaires pour qu'ils sortent de la difficulté, de l'angoisse qu'ils ont, par exemple, de si ma voiture a un gros pépin, qu'est-ce que je fais ? C'est 300 ou 400 Pardon ? euros. D'où viennent-ils ces 300 ou 400 euros ? Moi, j'ai monté un groupe de travail avec les patrons, notamment, mais pas seulement, pour essayer de réfléchir à ça. Comment on peut libérer le travail dans l'entreprise ? Lorsque Sarkozy disait travailler plus pour gagner plus, ça reste vraiment d'actualité. Comment on peut, là aussi, permettre le travail occasionnel dans différentes situations pour permettre de gagner plus, si vous voulez. Et puis, ensuite, vous avez un autre problème, qui est qu'est-ce que l'on doit faire pour se mobiliser pour l'extrême urgence sociale, pour des gens qui tombent dans la pauvreté ou qui sont dans la pauvreté, et que l'on ne peut pas laisser comme ça. Lorsque vous disiez que j'étais ému, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, franchement, réellement, je sens ces difficultés, je les ressens. C'est peut-être mon héritage populaire, je sais pas, je les ressens. Mais je ne cède pas, je ne peux pas céder, parce que je suis économiste, j'ai des responsabilités, etc., à l'idée du yaka, du style Tax Zuckman. Et je dis comment réellement, moi je pense que l'on peut faire pour résoudre ces difficultés de façon durable. Christophe, cette faiblesse économique, elle vient de notre démocratie malade ? C'est quoi la poule et l'œuf ? C'est quoi le... Entre autres, c'est vrai que notre démocratie malade bloque les décisions qui devraient être prises et qui ne peuvent pas faire plaisir à tout le monde. Le discours de l'effort, le discours du sursaut collectif, il est plus possible. Ce qui a été possible en 1945 pour la reconstruction, vous pouvez plus le tenir aujourd'hui ou vous perdez les élections. Et même, vous n'êtes même pas candidat aux élections parce que la viralité des réseaux sociaux vous discrédite, immédiatement. Donc déjà, cette démocratie perturbée, elle n'est plus un outil pour engager les grandes réformes nécessaires, quand bien même elles doivent être douloureuses. Par ailleurs, c'est une démocratie qui a été pensée à l'échelle de la nation et de l'État, donc dans un cercle fermé. Et aujourd'hui, la mondialisation est aussi celle des idées et des opinions. Regardez comment le meurtre par Tyler Robinson d'un leader trumpiste, ou bien hier par un autre Robinson, Tommy, la manifestation d'Angleterre, vient parasiter, perturber, polluer, influencer nos démocraties. Ça ne se passe pas que entre nous. Le fait que hier il y ait des élections en Allemagne, qu'il y en ait bientôt ailleurs, joue aussi sur notre climat politique. Donc en effet, la crise démocratique, elle empêche aujourd'hui de prendre les décisions qui, en vase clos de nos États-nations dirigés par le haut il y a encore 30 ou 40 ans, étaient possibles. Même un peu plus, hein. Natacha ? Oui, ça je souscris totalement. Je pense qu'il va falloir se poser la question, et en particulier la question de la liberté, parce que le discours qui est instrumentalisé notamment par l'extrême droite, les trumpistes, c'est celui de la liberté d'expression, mais liberté au sens large. Le problème, c'est qu'on a d'un côté ceux qui définissent la liberté comme la liberté de dire tout et n'importe quoi, y compris des caricatures ou des discours violents, et on a ceux qui disent la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, d'acheter ce qu'on veut, de vendre ce qu'on veut partout, parce que c'est comme ça que ça marche. Le problème, c'est que dans un monde de manipulation où on arrive à conduire les gens à consommer suivant ce qui leur est dicté sur les réseaux sociaux, cette liberté-là, en fait, n'existe pas. Et si vous regardez, liberté dictée par les algorithmes. Voilà, mais si vous regardez le résultat, c'est quoi ? C'est que là, nous n'avons donc plus d'industrie, mais nous n'aurons bientôt plus de commerce, puisque nous avons un afflux de colis chinois, là aussi, ce sont les algorithmes qui disent aux gens, allez acheter chez Chine, chez Temu, c'est formidable, et les gens le font. Et le prix, sauf que surtout, ce qu'on leur explique, c'est ne regardez pas d'où ça vient. C'est si vous vous intéressez
à l'origine des produits, vous êtes un facho, évidemment. Donc pendant ce temps-là, ça vient d'être dit sur ce plateau. Donc pendant ce temps-là, l'Union européenne dit il faudrait peut-être agir. Donc peut-être qu'on va se réunir pour qu'en 2028 on taxe les petits colis. Et néanmoins, la réponse elle peut être commerce, plus d'industrie. La réponse elle ne peut être qu'européenne. Si on se dit on revient au monde d'avant, c'est-à-dire des petits États-nations qui font du protectionnisme national, on n'y arrivera pas. Donc il faut agiter les politiques pour qu'au niveau européen, qui est la seule échelle critique, on prenne les bonnes décisions. Alors que les politiques français fassent leur travail et aillent se battre. Qui ne sont pas forcément des décisions de fermeture, parce qu'on vend aussi aux Chinois. Les Allemands des machines-outils, nous du luxe, etc. Si, du luxe. De moins en moins. Alors ça, regardez l'attaque des Chinois pour conclure. Agiter les politiques, vous y croyez? Est-ce que vous êtes optimiste? Ah oui. Ah oui, totalement optimiste. En 2 mots, pourquoi? L'État vit au-dessus des moyens des Français. Ok, c'est vrai, mais les Français produisent en dessous de leur capacité. Nous avons un État qui est rouillé, etc. Excellente idée. C'est-à-dire qu'on va faire des tas de gains de productivité en réformant l'État. Et puis nous avons devant nous un nouveau monde extraordinaire. Le Financial Times parlait maintenant dans les années qui viennent d'une croissance à 20%. Si on réussit à sortir de l'impasse et à prendre l'autoroute du progrès dans le bon sens, c'est formidable. Merci beaucoup Alain Madelin. Merci d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Vous avez l'œil qui frise. Vous avez... Non mais c'est vrai. Il a mis en colère Natacha. Oui, il a mis en colère Natacha, c'est pas bon. Je suis juste sur la fin par mon éloge du libre-échange qui l'aurait définitivement fâché. Oui, parce que le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Allez, vive Amazon. Oui, voilà, bravo. Allez, de retour sur le plateau dans toute liberté avec Natacha Polony, Christophe Barbier, Guillaume Oda. La guerre en Ukraine déborde aujourd'hui aux portes de l'Union européenne, en Lituanie, à la frontière avec la Biélorussie. Oulala. Les habitants vivent au rythme des manœuvres militaires russes. Un scénario qui rappelle étrangement quand même février 2022, une menace par jour. Poutine joue avec nos nerfs, Natacha Polony. Bien entendu. Et ce qui est inquiétant, c'est que quand un drone survole l'espace aérien roumain, nous ne l'abattons pas. Or, je crois qu'il fallait directement tirer dessus, point barre. C'est-à-dire que autant je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut être va-t-en-guerre, qu'on aurait dû immédiatement en Ukraine envoyer des missiles, fermer l'espace aérien. Les choses étaient compliquées. En revanche, là, quand l'espace aérien d'un pays de l'OTAN est violé, il faut répondre dans la seconde. Alors, attendez, Christophe, vous allez réagir, mais là, on est en liaison avec Juliane Colling. Bonjour Juliane, vous êtes en Biélorussie pour les exercices militaires entre la Russie et la Biélorussie, à 150 km donc d'une frontière de l'OTAN. Qu'est-ce que vous voyez, Juliane ? Eh bien là, on peut dire que ça tire un peu tout autour de moi. Il y a les exercices sont en train de se passer au moment où on se parle. Il y a alors actuellement c'est beaucoup de tirs de tanks en fait et d'hélicoptères également militaires, aussi des avions de chasse russes qui sont en train de faire des essais de donc larguer des bombes sur le terrain militaire où je me trouve, qui est pour rappel environ à 100 km au nord-est de Minsk, mais surtout vous l'avez dit à 150 km seulement de la Lituanie en fait et de Vilnius, sa capitale, un pays de l'OTAN et de l'Union européenne bien sûr. Ce qui bien sûr, ces exercices ont créé l'émotion et l'inquiétude, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les pays limitrophes de la Biélorussie, Pologne, Lituanie et Lettonie également, 3 pays de l'OTAN et de l'Union européenne, encore une fois. Et on l'a dit en plateau également, bien le contexte est extrêmement tendu, bien sûr, et qui a créé l'inquiétude, c'est bien sûr ces survols de drones russes dans l'espace aérien polonais, également moldave récemment. Et donc, bien sûr, sur ce front est très tendu entre la Russie et l'Europe. Ces exercices militaires Zapad qui ont lieu tous les 4 ans pour rappel ne sont pas de nature sans doute à rassurer les pays limitrophes de la Biélorussie, l'allié fidèle de la Russie pour rappel. Et donc sans doute que la tension, en tout cas au niveau verbal pour commencer, va sans doute ne pas retomber sur les jours et les semaines à venir entre les deux parties, d'un côté Russie-Biélorussie et de l'autre les pays européens bien sûr. Merci beaucoup Juliane Colling, vous êtes en direct en Biélorussie. Alors Guillaume Oda, donc ça fait penser quand même à ce qui se passait à la frontière avec l'Ukraine. Bah oui, parce qu'en fait, cet exercice s'appelle Zapad 2025. Zapad, ça veut dire Occident ou alors Ouest en russe, appelez ça comme vous voulez. Dernière fois qu'il avait eu lieu, c'était en 2021 et ça avait été le prélude à l'invasion par la Russie de l'Ukraine 2021. Il y avait eu 200 000 hommes déployés comme ça en Biélorussie avec des exercices à très très grande échelle. Là, c'est
très précieux d'avoir Julian Colling en Biélorussie parce qu'il voit en fait en réalité ce qui est déployé, les manœuvres sur le terrain. Il y a l'équivalent d'à peu près 40 000 hommes, donc c'est quand même une masse qui est quand même importante, mais surtout il y a aussi le déploiement d'un certain nombre de missiles et de vecteurs qui peuvent être éventuellement porteurs de charges nucléaires. Je fais référence à ces fameux Zorechnik dont on a beaucoup parlé et qui ont été déplacés depuis la Russie jusqu'en Biélorussie. Donc des Zorechnik qui peuvent de manière générale taper des cibles à 1500 km ou 2000 km, c'est une menace pour l'intégralité du continent européen. Voilà pourquoi l'ensemble des chefs d'état-major de l'OTAN sont sur les dents, et la Lituanie en particulier, et c'est là que je termine, parce que la Lituanie, comme l'a rappelé Julian Colling, c'est frontalier de la Biélorussie, comme la Pologne, et il y a un corridor qu'on appelle le corridor de Suwałki qui nous mène directement à l'enclave de Kaliningrad, qui est une enclave dans cette zone baltique russe, et à partir de laquelle, en réalité, les Russes, peut-être, ont ce plan-là, de créer un axe de lien direct entre la Russie, la Biélorussie et Kaliningrad. Voilà pourquoi les Lituaniens ont extrêmement peur de ce qui est en train de se dérouler, parce que si en 2021, en effet, le Zapad avait été le prélude à l'invasion par la Russie de l'Ukraine, est-ce que le 2025, c'est une question, un scénario qui est anticipé, serait le préalable ou alors le prélude à la prise de contrôle de ce corridor qui mènerait jusqu'à Kaliningrad? On n'en est pas encore là, mais c'est regardé avec beaucoup d'attention. Christophe Barbier, pour revenir sur ce que disait Natacha, est-ce que vous trouvez l'Europe atrocement molle? Non, je la trouve pas molle, l'Europe, je la trouve lente. Mais elle est lente parce que des process à 27 pays, c'est pas comme des process à un seul pays. Par ailleurs, cette lenteur, c'est aussi la garantie de la réflexion, l'impulsivité. Je suis pas sûr qu'en géopolitique, ça soit toujours le même, la bonne conseillère. Et dans cette lenteur, il y a tout un camaillot de réactions. Vous avez des présidents ou des chefs de gouvernement qui réagissent plus vite que les autres. Emmanuel Macron a réagi très vite. Il y a longtemps, bien avant la guerre en Russie, il nous a dit l'OTAN est en mort cérébrale. C'était vrai. Et c'est Poutine qui l'a réveillé. Il y a quelques temps, il nous a dit je n'exclus rien, y compris des soldats sur le terrain. Tout le monde a dit mais quel fou, quel va-t-en guerre, on y est. Et puis d'autres qui réagissent avec plus de délai parce que c'est leur culture. Les chanceliers allemands ont souvent été encombrés pour prendre des décisions militaires. On voit en 3 ans à quel point la culture allemande de la guerre, elle a complètement changé avec le ministre de la Défense Pistorius comme avec l'actuel chancelier Merz. Donc ça bouge. Le problème de cette Europe, c'est qu'au bout de cette lenteur et de cette mécanique complexe, mais qui fait aussi notre force démocratique, faut aboutir à des décisions efficientes. Militaire, s'il le faut, mais surtout de reconstruction d'une défense européenne qui n'en finit pas de commencer. Et ça, c'est un véritable problème. Alors oui, on va acheter du matériel américain, parce que pour se défendre vite, pour se protéger vite, il n'y a que ça qui est disponible. Mais ça n'empêche pas les constructions d'une défense européenne sur des bases de fonds. Mais ça, acheter du matériel américain, c'est une hérésie, Natacha Polony. Non, mais quand on discute avec des gens des industries de défense ou des militaires français, ils vous disent, là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'est en train de faire l'Allemagne, en achetant en effet du matériel militaire américain, en faisant des alliances entre Rheinmetall, Lockheed Martin, Anduril, c'est-à-dire de la production de matériel sous licence américaine. Ça veut dire que nous forgeons une dépendance absolue vis-à-vis des États-Unis pour les 40 prochaines années. Donc ça veut dire que la défense européenne que vous appelez de vos voeux n'existera pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le problème que nous avons, c'est de définir dans quel cadre cette alliance entre pays européens fonctionne. Parce que, par exemple, les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne. Donc la question, c'est de forger une branche européenne de l'OTAN, parce qu'il faut être lucide, la défense européenne, ça n'existe pas et certains pays européens n'en veulent pas. En revanche, il faut définir très rapidement le cadre de cette alliance et son mode de fonctionnement pour que le réarmement ne conduise pas à ce que chaque pays européen favorise son industrie et fasse des doublons avec les autres. Sinon, on aura dépensé dans 10 ans, dans 20 ans, des milliards pour avoir quelque chose qui n'est pas cohérent et qui ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut définir exactement ce que nous voulons faire, à quelle échelle de temps et sous quelle forme d'alliance. Mais en revanche, prolonger la dépendance vis-à-vis des Américains, ce que font actuellement les Allemands, c'est une dinguerie. Accessoirement, la Commission européenne est en train de pousser pour un marché européen de la défense parce qu'elle veut empiéter sur ses prérogatives. Normalement, ça ne la concerne pas. Mais sous prétexte que c'est du commerce, elle essaye de se l'approprier. Et là aussi, les industriels de la défense alertent, ça va être une catastrophe parce que ça veut dire que nous ne pourrons plus décider quel matériel nous exportons et à qui, ce qui est une prérogative essentielle pour justement préserver notre industrie. Mais attention aux industriels de la défense, parce qu'à trop les écouter, on a loupé les drones. Parce qu'ils nous ont dit non, il faut faire des avions. Il y a 20 ans, on les a écoutés, on n'a pas fait de drones. Donc attention.
Là, vous posez en un mot toute la problématique, c'est-à-dire qu'avec quelques drones, la Russie a réussi à faire monter la température dans des proportions qui sont incroyables. Pour abattre un drone, aujourd'hui à $10,000, on a besoin d'avions de chasse qui en valent plusieurs centaines de millions, qui tirent des missiles Scalp, par exemple, pour les Français, qui valent plusieurs millions. Donc c'est extrêmement asymétrique. Plusieurs millions. Ils ont réussi, un missile, oui, c'est plusieurs millions. Ils ont réussi à faire monter la température avec quelques drones, et ils nous forcent à faire aveu de notre archaïsme, si je puis dire. Il va falloir se renouveler. Allez, c'est maintenant l'heure de la petite phrase qui fait du bruit. Londres, théâtre d'une manifestation historique, jusqu'à 150 000 personnes. Et cette petite phrase d'Elon Musk, Guillaume Audat. Ouais, petite phrase d'Elon Musk, il était invité en visioconférence lors de cette manifestation monstrueuse, il faut le dire. Énormément de drapeaux britanniques, énormément de drapeaux avec la croix de Saint-Georges, réunis par un homme, Tommy Robinson, qui vient de l'English Defence League, anti-islam, anti-immigration, vraiment une extrême droite extrêmement dure, mais il pose quand même 150 000 Britanniques dans les rues de Londres, qui ne sont pas tous des racistes et cervelés prêts à tuer tout ce que compte ce pays d'étrangers. C'est pas vrai. La réalité, c'est que Elon Musk, comme d'habitude, s'en est emparé. Il l'avait fait en Roumanie, il l'avait fait en Allemagne, et de retour en Grande-Bretagne. Vous êtes dans une situation critique. Que vous choisissez la violence ou non, elle s'abattra sur vous. Soit vous vous battez, soit vous mourrez. Soit vous mourrez, c'est fort quand même. Ouais, soit vous battez, soit vous mourrez. Qu'est-ce qui soulève là ? Il soulève quelque chose auquel il croit. On est dans un conflit de civilisation. Huntington en avait parlé. Le choc des civilisations, c'est en train de se jouer aujourd'hui. En tout cas, il en a la certitude. Pour reprendre un des propos de Natacha tout à l'heure, il est aussi dans une dynamique, grâce à X et aux algorithmes, de traduction à l'échelle planétaire du premier amendement de la Constitution américaine, consiste à propager partout sur la planète ce qu'ils appellent le free speech, la liberté d'expression, mais la liberté de tout dire. J'aime pas l'islam, je le dis tout fort. J'aime pas les musulmans, je le dis tout fort. Mais évidemment, ce qui est quand même intéressant... En France, j'aime pas l'islam, on a le droit de le dire. Alors, on a le droit de le dire, mais la liberté d'expression en France, elle est nettement plus encadrée. Et encore une fois, lorsqu'on insulte une religion, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. On a le droit au blasphème en France. Non. On ne faut pas insulter les pratiquants. Non, les pratiquants qu'il faut respecter. On a le droit d'insulter une religion, on a le droit au blasphème, mais quand on insulte un pratiquant, c'est là où en fait la limite est franchie. J'aime pas l'islam. Ce que je veux dire par là, c'est que la traduction, c'est quand même plein de gens qui sont dans les rues, et que ça dit quelque chose en fait du continent européen et de ce qu'il est en train de traverser en ce moment même. Encore une fois, dans ces rues de Londres, il n'y a pas que des racistes cervelés qui veulent, encore une fois, s'en prendre à tout ce que compte ce pays d'étrangers. Micro-trottoir au cœur de cette manifestation hier. Nous manifestons simplement pour dire c'est notre pays, nous voulons le récupérer et nous voulons pouvoir nous exprimer. Ils doivent mettre fin à l'immigration illégale dans ce pays. Cela nous déchire. Natacha Polony, à Londres et en Angleterre, il y a des tribunaux de charia qui se substituent à la loi anglaise de l'habeas corpus, disons. Donc, est-ce que ces gens disent quelque chose, et que disent-ils à l'Europe et au monde ? Il y a eu énormément aussi de scandales liés à des agressions par des migrants illégaux. Il y a eu, il faut se souvenir d'un moment où la ville de Birmingham, qui est quand même une ville extrêmement importante, les 5 principales écoles étaient tenues par des associations islamistes. Vous voyez, donc ça fait longtemps que tout cela couve, et en effet, ce ne sont pas que des racistes qui sont là, ce sont des gens qui ont l'impression que leur inquiétude n'a pas été prise en compte et qu'ils ne pouvaient pas l'exprimer. Et c'est là où Elon Musk devient dangereux, puisqu'en fait, il apporte une réponse. Il vient dire, on vous a bâillonné, vous avez le droit de le dire. Et de fait, ces discours-là, l'inquiétude vis-à-vis d'une immigration non régulée et les conséquences que cela pouvait avoir, l'absence d'intégration, etc., tout cela, pendant longtemps, c'était mis sous le boisseau. Donc, on déroule le tapis rouge, évidemment, à des extrémistes qui s'emparent de cette inquiétude. Donc, il va falloir réfléchir à une autre manière de gérer l'expression, la liberté d'expression. Sinon, en effet, le choc des civilisations, il va advenir. Et en fait, il est souhaité par 2 types de courants idéologiques. Le courant d'extrême droite,
porté par un Éric Zemmour, par Elon Musk, etc. Présent, et Éric Zemmour, on l'entend. Oui. Et le courant néoconservateur américain, qui lui aussi est à une autre échelle dans le choc des civilisations, en expliquant que l'Occident, les démocraties sont en butte au reste du monde, qui sont des méchants, des affreux, des autocrates. Et tout ça se renforce pour créer, en fait, du choc en permanence, alors même que la question, c'est comment on intègre, comment on fait en sorte que les citoyens puissent exprimer leur volonté. Éric Zemmour qui était hier soir chez Darius Rochebain sur LCI. C'est un grand mouvement qui veut se réapproprier ses racines chrétiennes et occidentales, qui veut que l'Occident reste l'Occident, et qui est un mouvement c'est intéressant parce que il est parti des États-Unis avec les gens comme Kirk et comme Vance, et l'élection de Trump, et il arrive, vous voyez, en Angleterre. Dans l'histoire de l'Occident, depuis les grandes révolutions du XVIIe et du XVIIIe siècle, il n'y a pas un mouvement qui parte de l'Angleterre et des États-Unis et qui n'arrive pas en France et en Europe continentale. C'est un mouvement qui peut arriver quand on voit les résultats à toutes les élections dans les pays européens, Christophe. C'est un mouvement qui peut arriver en Europe. Alors bien sûr, il est déjà en Europe, il est déjà arrivé dans certains endroits, il monte un peu partout. Hier en Rhénanie, je crois, les élections ont été gagnées par Weidel, donc par l'AfD, donc on voit bien que ça monte partout, avec plusieurs moteurs quand même. Il y a ce moteur-là d'angoisse, du grand remplacement, il y a le moteur économique d'appauvrissement, le problème du pouvoir d'achat, et puis il y a un autre moteur qui est un moteur du malaise dans la civilisation, c'est-à-dire que toutes ces populations anglaises, italiennes, britanniques, allemandes, etc., françaises, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Une démographie en berne. Nous ne faisons plus d'enfants. Donc il n'y a pas besoin d'être remplacé puisqu'on organise notre propre disparition dans une espèce de suicide de peuple. C'est ça qui devrait motiver les politiques pour relancer des politiques familiales et convaincre les gens de faire des enfants. Après, la thèse d'Éric Zemmour qui est de la colonisation par nos anciennes colonies, elle est totalement fausse. Il n'y a pas de complot quelque part avec des gens qui décident d'envoyer des escadrons, des bataillons. Ce sont des gens qui sont pauvres, ils voient des endroits où il y a plus de richesse, ils y vont. Avant, ils ne les voyaient pas parce qu'il n'y avait pas de télé, pas de réseaux sociaux, donc on était dans l'ignorance de l'autre monde. Là, ils le voient, ils voient comment y aller, ils y vont. Nos colonisations à nous, au fin du 19e, c'était pas du faible au fort, c'était pas des pauvres Européens qui sont allés coloniser l'Afrique ou l'Asie. Les seuls pauvres Européens, ils sont allés aux États-Unis. C'était des riches et des puissances européennes qui allaient chercher des richesses. Guillaume, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais alors si vous vouliez dire quelque chose, on le garde. D'accord. On garde, on fait une petite pause. Très bien. Et votre conclusion sur ce sujet du populisme qui monte un peu partout en Europe dans un instant sur LCI. On était, Guillaume Audat, en train de parler avec Natacha Polony et Christophe Barbier En toute liberté sur LCI, en train de parler de cette manifestation un peu monstre à Londres, une manifestation qui avait été organisée par l'extrême droite, et vous vouliez ajouter votre mais qui vient percuter un mouvement de fond qui a lieu depuis plusieurs semaines en Grande-Bretagne, qui a été lancé par ce qu'on appelle le mouvement des Pink Ladies, qui sont des mères de famille et qui se révoltent vraiment contre les juges qu'elles accusent de rouvrir ces hôtels. Il y en a à peu près 200 qui accueillent à peu près l'équivalent de 30 000 demandeurs d'asile en Grande-Bretagne pour un coût évalué à 5 milliards d'euros. Donc elles disent, vous donnez de l'argent à des gens qui ne nous ressemblent pas, je les cite parce que là elles parlent des valeurs et notamment des valeurs chrétiennes qui sont soulevées par les gens qui ont organisé cette manifestation. Donc là on est vraiment sur un enjeu civilisationnel, mais également pour aller un peu plus loin sur cette question de déséquilibre en matière de droit et de cette règle de droit, disent-elles, qui avantage le délinquant parce qu'il y a eu aussi des viols d'un certain nombre de jeunes femmes dans ces hôtels ou aux alentours de ces hôtels, et des juges qui, in fine, finissent par rouvrir ces hôtels parce que la règle de droit, elle veut qu'à un moment donné, si vous n'aviez pas, d'un point de vue procédural, toutes les pièces pour fermer cet hôtel, il va falloir le réouvrir. Et vous avez des femmes, des gens qui sont dans la rue et qui voient à un moment donné cette agression possible de leur propre fille et qui disent pourquoi est-ce que cette règle de droit elle protège le délinquant et pas la victime. Donc il y a ce problème-là. Ensuite, il y a ce que disait également Christophe Barbier et que les spécialistes aujourd'hui appellent en Europe un hiver démographique. En gros, la fécondité est moindre que le seuil de renouvellement des générations. Ce qui veut dire que pour faire tourner nos économies, il va falloir à un moment donné faire le pari de l'immigration. Mais ce que disent ces gens-là, c'est trop vite, trop fort, ça ne marche pas. Et peut-être qu'on peut regarder le modèle danois, celui de Mette Frederiksen, qui est la chef de gouvernement là-bas, avec un strict contrôle de l'immigration, mais également autour d'un socle de valeurs
partager. Et ces socles, c'est l'apprentissage du danois, la connaissance de l'histoire, la connaissance des institutions démocratiques, la vie quotidienne, comment on se comporte en société, autour de valeurs aussi simples que l'égalité, la liberté, la démocratie. Tout ça, ça a été codifié dans la loi danoise. Ce que disent les Danois, il n'y a pas de société multiculturelle sans contrainte et sans contrat social. C'est ce que disent. Aujourd'hui, on est dans des sociétés multiculturelles en Europe. On a également besoin d'immigration parce que nos économies doivent tourner. Mais dans ce contexte où, encore une fois, les générations ne se renouvellent pas, il va falloir se poser une question qui est très simple, sans se boucher le nez. Quelle immigration? Pourquoi faire? Autour de quelles valeurs? Et ben voilà. Vous l'avez bien descendu, Guillaume. Allez, c'est l'heure du carton rouge. Carton rouge pour le téléphone au volant, mais rien qu'en disant cette phrase, je me dis, mais enfin bon, on marche sur la tête, quoi. En 2024, 80% des conducteurs avouent l'utiliser en conduisant contre 46% en 2016. Résultat, près de 475 000 infractions relevées l'an dernier, et le smartphone qui est impliqué dans un accident corporel sur 4. Mais c'est complètement dément que ça soit pas complètement interdit, Christophe. Bien sûr, c'est d'une dangerosité extrême. C'est très compliqué de le rendre inefficace. On pourrait le brouiller, par exemple, mais c'est très compliqué techniquement. Et puis, vous avez aussi des moments où vous avez un accident, vous êtes content d'avoir votre téléphone portable pour appeler les secours. Donc, il faut sanctionner durement. Les pilotes de 2 roues vous disent à quel point un conducteur de voiture qui est au téléphone ou qui répond à un SMS, c'est un danger, c'est une arme mortelle. Donc, il faut sanctionner plus durement. Alors, le test dans les Landes, je crois, c'est de dire, surpris avec un téléphone au volant, c'est suspension du permis immédiate. Pourquoi pas? Il faut en venir là. Oui, pourquoi pas? Attendez, on entend on écoute même des automobilistes qui ont le téléphone au volant là. C'est trop radical et puis les gens ont vraiment besoin de leur permis ici. Ce serait bien. Ce serait bien, il y aurait peut-être moins d'accidents. Soit je vais recevoir un message important ou un appel. Changer la musique, mettre le GPS, il faut un peu la retirer par à gauche, à droite, c'est dangereux. Vous trouvez ça un peu extrême, ce qui a été Non, décidé, absolument pas. Moi, je rejoins Christophe. Bon, je suis moi-même cycliste et effectivement, il m'arrive de croiser la route de gens qui sont au volant et effectivement en train de regarder leur téléphone et qui dévient un peu lentement et qui, à un moment donné, dévient vers mon vélo. Et moi, j'ai un peu peur et c'est normal et je me mets. Vous mettez un casque, hein? Je ne mets pas de casque. Je devrais en mettre un. Donc, vous voyez, je donne des leçons et en fait, je devrais le faire. C'est hyper important, en effet. Mais bon, je vous réponds en toute liberté, en toute honnêteté. Après, ce que je voulais dire, c'est que 80% des automobilistes utilisent leur téléphone au volant. Donc ça, c'est un premier point. Il y a eu l'année dernière, en 2024, 3400 morts sur les routes, dont 400 liés à l'utilisation du téléphone. C'est plus d'1 sur 10, en réalité, qui meurt à cause du téléphone. Donc oui, il y a un enjeu de société. Les kits main libre, c'est peut-être une solution, mais la réalité, c'est que tout le monde, à un moment donné, regarde son téléphone. Donc peut-être qu'il faut aller vers plus de radicalité. Pour l'instant, les sanctions, c'est 135 € d'amende et un retrait de On a fait des progrès sur la vitesse, on a réussi à imposer la ceinture de sécurité, on a fait d'énormes progrès sur l'alcool, même si ça demeure un fléau au volant. Il faut qu'on y arrive sur ces 400 morts qui ne devraient pas exister. C'est la même chose que l'alcool, en fait. En réalité, c'est quasiment... C'est une addiction. Oui. Bien sûr que c'est une addiction. Et d'ailleurs, pas seulement les automobilistes, mais moi, quand je vois des cyclistes aussi téléphoner, c'est pareil. C'est devenu quelque chose d'irrépressible et vous voyez des gens qui vous expliquent, mais pour changer la musique, et puis si j'ai un message important. Non, en fait. Sans casque et avec un casque audio et le téléphone à la main. En vélo. Donc, la question, c'est est-ce que le téléphone va forcément nous transmettre des choses à ce point urgentes qu'il faille, quand on est au volant, regarder son téléphone. Je ne pense pas qu'il y ait de messages suffisamment urgents pour qu'on ne puisse pas attendre à un moment donné de se mettre sur le côté et de regarder son téléphone. C'est ce qu'on appelle la dictature du push, ça. C'est-à-dire que tout le monde est abonné à des push qui vous avertissent que telle ou telle information vient de se dérouler. Forcément, vous en prenez connaissance, vous en pensez quelque chose, mais là, bim, c'est pas le chien. C'est une régulation qui doit s'apprendre très tôt. Il y a un test qui a été mis en place par quoi d'ailleurs, on ne sait pas, mais qui est disponible sur Internet. Regardez, que se passe-t-il lorsque vous lisez un SMS au volant? Faites le test. C'est la sécurité routière. Donc, hop, vous avez votre volant. Vous êtes en situation. Je viens de voir qu'il n'y avait pas de café pour demain matin. Tu peux penser à aller en acheter et à rentrer, s'il te plaît. Merci, mon chéri. Poum. Voilà. Il a fallu 8 secondes pour lire ce message. Vous n'avez pas vu ces images qu'on fait le tour et vous avez tué un piéton, quand même.
Mais vous n'avez pas vu ces images qu'on fait le tour des réseaux sociaux? Je crois qu'on est aux États-Unis. On a en fait une femme qui se filme en dashcam intérieur, c'est-à-dire une caméra en fait qui vous filme pendant que vous êtes au volant. Tout à coup, elle se met à regarder effectivement son téléphone et bim, elle part dans le décor et elle fracasse sa voiture. Cette image, elle a fait le tour des réseaux sociaux, mais en guise d'avertissement, pour dire, regardez, il suffit d'une seconde d'inattention sur un téléphone, et dans le pire des cas, vous tuez quelqu'un, ce qui est horrible, évidemment, mais dans le moindre des cas, vous mettez votre voiture dans le fossé, mais c'est effectivement extrêmement dangereux, et je pense qu'il faut un peu plus de radicalité, c'est-à-dire retirer le permis, pourquoi pas. Mais si, c'est bien, retirer le permis, non? C'est dissuasif. Je pense qu'une fois que vous avez perdu votre permis pour 3 mois, 6 mois, que vous êtes obligé de le repasser, vous arrêtez. Mais de toute façon, il faudrait qu'on repasse les permis à un certain rythme, non? Je ne sais pas s'il faut repasser le permis, mais avoir des séances de remise à niveau, parce que le code de la route évolue, les panneaux changent, la technologie des véhicules évolue, ça serait une bonne chose, une sorte de formation continue. Des tests de réflexe, c'est absolument fondamental. Et de fait, la question de l'attention est aussi extrêmement importante. Beaucoup d'accidents sont dus à de la somnolence. La capacité à sentir quand on ne peut pas conduire et qu'on va avoir un micro-sommeil, c'est quelque chose c'est un entraînement. Ouais. Souvent, les gens se disent, c'est pas grave, je vais y arriver. Mais franchement, un micro-sommeil, ça peut venir très vite et vous perdez totalement le contrôle. Donc il y a des tas de choses qu'il faut vérifier comme ça, et ce n'est pas à mettre sur le même plan, par exemple, que le passage aux 80 km/h, que pour ma part je trouvais franchement une stupidité, parce que c'était vis-à-vis des gens qui vivent à la campagne, qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture, c'était quelque chose de profondément humiliant. En revanche, voilà, les réflexes, le téléphone, etc., ça faut être impitoyable. Vous avez raison, Natacha. Allez, il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça, tout de suite. Alors, clap de fin pour cette magnifique vasque olympique. Le jour n'a pas été choisi au hasard pour son dernier vol, puisque ce dimanche 14 septembre, c'était donc hier soir, la fin de la première édition de la fête du sport. Un an jour pour jour après la grande parade des athlètes olympiques et paralympiques français sur les Champs-Élysées. Elle est belle, cette vasque, hein, elle est magnifique. Oui, c'est écologique, puisqu'il n'y a pas de flamme, pas de gaz. Eh oui. Mais le problème, c'est que ça cache quand même. On avait dit, on fait un all-in sur le sport, comme on dit au poker. On va entraîner notre jeunesse. C'est important pour son équilibre mental, psychique, surtout qu'elle passe son temps à fois sur TikTok. Et en fait, on a baissé le budget des sports. Et il y a même 425 sportifs, dont Teddy Riner et Marie Patouillet, qui ont signé une tribune dénonçant ça. On manque un peu de cohérence, Natacha, non? Non, mais bien entendu. Alors évidemment, on est dans un moment de restriction budgétaire où, on tire la langue absolument partout. Donc oui, on a baissé le budget des sports. Le budget de la recherche est calamiteusement bas. Donc voilà, je pense que ce qui fait vraiment du mal au sport, c'est avant tout le règne des réseaux sociaux chez les gamins. Et donc tant qu'on ne prendra pas ça à bras le corps, on aura du mal à tout simplement faire que les gamins se lèvent de leur canapé pour aller faire du sport. Il y a une question culturelle, il y a un combat vraiment à mener pour que les enfants sortent. Bon, ça nécessite que les parents prennent conscience, ça nécessite que l'école lutte contre ça, ça nécessite quelques régulations quand même, c'est aussi à l'État de le faire. Et là, on pourra en effet pousser les enfants à une activité sportive. Ça, vous faites du sport ? Je fais du théâtre, c'est une forme de sport, je peux vous l'assurer quand même, mais pas assez en effet, pas assez, non, c'est pas trop mon truc, mais je marche beaucoup. Je suis hier allé à pied voir la vasque. La vasque. Voilà, dans le jardin. Néanmoins, tout de même, les Jeux Olympiques de Paris ont quand même intéressé et ont attiré vers le sport. L'exemple des frères Lebrun, par exemple, en tennis de table, a attiré vers la fédération. Et il est évident que je pense que Teddy Riner a amené au judo des centaines et des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui n'auraient pas pensé au judo comme cela. Donc c'est l'exemplarité du sport et l'attractivité du sport demeure. Alors derrière, en effet, il n'y a pas de budget pour cela. Et puis on aimerait des politiques un petit peu plus claires. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les associations? Quelle est la part de la famille? Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On voit pas un parti qui s'est emparé du sport en disant voilà, moi je vais avoir une politique du sport de l'alpha jusqu'à l'oméga, c'est-à-dire du PSG et de ses vedettes. Qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité, l'argent, les règles, le dopage, etc., le vivre ensemble dans ce sport de haut niveau, jusque tout en bas. Guillaume Lard, vous faites du vélo? Moi, je fais du vélo, je cours, je fais parfois du rameur, je vais à vélo au travail. Un vrai sportif. Oh là là, mais sans casque. Donc Guillaume, vous prenez l'engagement ici, devant témoin, que vous mettez un casque désormais.
Non, désormais. Je passe devant la Vasque qui disparaît, qui reviendra le 26 juin prochain. Je dois avouer qu'il y a moins d'émotion peut-être en la voyant cette année que l'année dernière au moment des Jeux Olympiques, parce qu'il n'y a pas toute cette ferveur, il faut le dire. Mais pour rebondir sur les propos de Christophe, et c'est là que je terminerai, les Français ils verraient bien un sportif à l'Élysée, Teddy Riner. Voilà. Teddy Riner à l'Élysée. Parce que moi j'ai entendu parler de Tony Estanguet aussi. Oui, aussi, il a réussi. Oui, alors ministre des Sports peut-être du prochain gouvernement Le Cornu, on ne sait pas, mais il y a quelque chose à tirer du côté des sports en tout cas, ouais. Merci à tous les trois pour cette heure passée avec vous en toute liberté. Merci à vous tous qui nous regardez. On se retrouve demain à 9h